Alors, d'abord, une première question que j'aimerais vous poser à tous les deux, c'est on vous a demandé de défendre une position. Mais quelle est votre position réellement personnelle? Est-ce que votre exposé traduit réellement votre pratique quotidienne, ou bien est-ce que c'est plus une discussion un peu théorique qui permet de discuter finalement les avantages et les inconvénients de cette technique-là? Dites-nous en un mot chacun de votre avis sur ça. Awa, Ah ouais, peut-être. tu veux commencer? Oui. Oui, alors, oui, sur la pratique quotidienne, effectivement, hein, on est dans le centre où je travaille, on est loin d'être à 100% de périrachie combinée pour le travail voilà, obstétrical classique. D'accord. Mais il y a vraiment des indications, donc on a quand même des indications pour cette technique, mais c'est quelque chose qu'on ne fait pas de façon systématique pour les raisons qu'on a évoquées sur le pour et le contre. Par contre, sur la comparaison par rapport aux différentes études, on a fait des progrès hein, dans les deux types techniques d'ALR, que ce soit pour la périrachie combinée ou pour la péridurale classique, notamment les doses d'anesthésiques d'opioïdes qu'on utilise en intratécal pour la périrachie combinée ne sont plus celles qui ont été décrites dans les premières études avec les bradycardies les plus importantes. Absolument. Donc ça, je voulais revenir là-dessus. Le prurite également. On est loin, on faisait quasiment le double des doses qu'on utilise actuellement. Donc l'incidence du prurite est beaucoup moins important également. Donc je voulais quand même repréciser ça. Tu as parfaitement raison. Effectivement, il serait intéressant finalement d'avoir des méta-analyses qui peut-être excluraient les études initiales des années 90-2000, puisqu'effectivement, on était à ce moment-là à la recherche de doses ou de techniques, et évidemment les techniques historiques, hein, avec des doses comme ce qu'a montré Frédéric, le papier de Clark, là, avec 50 microgrammes de fentanyl, c'est quelque chose qu'on n'envisagerait plus aujourd'hui. Et donc effectivement, il y a des différences très importantes dans les pratiques qui mériteraient d'être un peu balayées et finalement de centrer un peu sur les choses précises. Et donc du coup, alors peut-être Frédéric, un mot sur cet aspect-là. Est-ce que, Oui. comment dans votre centre, est-ce que l'arachis péricombinée, donc tu as fait un topo évoquant que tu étais contre, mais est-ce que c'est réellement votre position, ou bien est-ce que ça vous arrive d'en faire de façon significative? En quelques mots. Alors, effectivement, on a beaucoup travaillé là-dessus dans les années 90, donc à ce moment-là, on en a fait beaucoup. Et puis, en fait, c'est une technique qui, progressivement, enfin assez rapidement, en fait, on en a vu les limites que j'ai exposées, et on continue à l'utiliser, mais son utilisation, elle est, je dirais, pas marginale, mais presque. Il y a de très bonnes indications. Et à l'issue de ce topo, peut-être que ça m'a donné à réfléchir qu'on devrait peut-être en faire un peu plus que ce qu'on en fait, notamment sur les travails avancés, où clairement ça peut apporter un bénéfice substantiel. Ça peut être peut-être intéressant lorsque on a eu une péridurale qu'on a posée, et puis en fait qui marche plus bien, et qu'on veut reposer, à ce moment-là, de se poser la question de savoir s'il ne faut pas soulager rapidement la patiente par une rachipérie, et puis s'assurer par cette technique qu'on est peut-être bien médian si on pense que c'est l'avoir bien fait et que finalement le cathéter a donné une forte asymétrie. Donc ça me paraît des indications intéressantes. Moi, je suis très réservé sur l'obèse, très clairement. Et puis, je suis d'accord avec toi qu'il faudrait refaire les méta-analyses en prenant des études plus récentes, mais également en se focalisant sur les 27 gauges. Parce que tout ce qui est 25 gauges, pour moi, c'est... voilà. Or, beaucoup des bénéfices qui ont été mis en avant, c'est avec des 25 gauges où il y a probablement, effectivement, un passage transdurmérien significatif et une sacralisation. Donc finalement, vos deux positions se rapprochent assez bien, je trouve, hein, oui, puisque chacun dans vos pratiques quotidiennes, c'est un exercice vous n'êtes pas de style. ni que totalement contre, ni totalement pour, mais finalement, vous avez des vues assez proches. Et est-ce qu'on pourrait dire peut-être que dans une des diapositives de Frédéric, à la fin, là où il montrait un peu des indications, on pourrait dire, ou plutôt privilégiées, et en particulier, me semble-t-il, le travail avancé, qui est sûrement une bonne indication sur laquelle je pense que vous seriez d'accord. Alors maintenant, si vous voulez bien, il nous reste encore 7-8 minutes peut-être maximum de discussion. J'aimerais bien qu'on aille sur un aspect, mais vraiment très très pratique. On a beaucoup de questions là qui nous sont parvenues et la grande majorité d'entre elles sont très pratiques.
Alors, peut-être pouvez-vous nous dire l'un ou l'autre, ou l'un et l'autre, un peu selon le moment un peu de la discussion tel que vous le souhaitez, nous dire par exemple, quand vous faites une rachis péridurale combinée, eh ben, à l'initiation de l'injection intratécale, qu'est-ce que vous mettez dedans? Est-ce que vous mettez un anesthésique local ou non? Si vous mettez un morphinique, lequel? À quelle dose? Pouvez-vous nous donner chacun une recette très courte qui vous paraît être la meilleure chose? Est-ce que vous rajoutez un alpha-2 agoniste? Voilà. En quelques mots, donnez-nous un peu vos recettes, au moins pour la dose initiale, et puis on va avancer progressivement dans le reste de la technique. Awa, peut-être. Oui, Dan. Donc, sur la dose initiale, on fait une analgésie balancée avec opioïdes et anesthésiques locaux. Donc, une faible concentration, 2,5 gamma à 5 gamma maximum de sulfentanyl et 2,5 mg de bupivacaïne. Voilà, c'est comme ça qu'on initie le plus souvent nos rachis pour la rachis péricombinée. D'accord. Jamais pardon, excuse-moi. Oui. Excuse-moi, je t'ai coupé. Oui, peut-être juste sur la discussion pour l'obèse, dans les éléments en faveur de la périrachie que j'ai avancé, il y a l'échec de la conversion de la péridurale pour une césarienne. Voilà. Et donc, on sait que ces patientes obèses morbides sont plus à risque, enfin, parfois trois fois plus à risque d'avoir des césariennes. Et je pense que c'est un élément de sécurité supplémentaire pour éviter les échecs d'analgésie au cours des césariennes quand on fait une périrachie combinée. D'accord. On reviendra dans un instant sur l'extension pour césarienne parce que c'est effectivement un sujet qui pourrait inquiéter en termes de sécurité. Mais Frédéric, peut-être, ça serait quoi ton protocole? Alors, notre protocole, c'est 5 microgrammes de sulfentanyl et 4 mg de ropivacaïne qui a l'avantage d'être isobare. Ce qui est important pour l'efficacité de la rachis-analgésie pour les travails avancés. Je pense que, à la lumière de la littérature que j'ai revue, peut-être qu'en fait on devrait descendre à 2,5 de sulfentanyl parce qu'en fait probablement que ça suffit et avec l'anesthésique locale et que ça permet de réduire le risque d'anomalie du rythme cardiaque fœtal et l'intensité du prurite. Ça, c'est une chose. En début de travail, si on en fait, mais je pense qu'il n'y a quasiment pas d'indication à le faire, il faut réduire encore ces doses et être à 2,5 de sulfenta et 2 de ropi pour limiter complètement le risque de bloc moteur. Pour l'obésité, moi je pense encore une fois que la rachipérie, ce n'est pas une bonne indication au cours du travail. Bien sûr, c'est une excellente indication sur les césariennes programmées, mais ce n'est pas une bonne indication au cours du travail parce qu'on ne connaît pas la fonctionnalité du cathéter. Par contre, je rejoindrai Awa pour dire que même si avec la 27 gauge, on n'est pas sûr que ça va sacraliser les choses, au moins ça permet de savoir qu'on est bien dans l'axe et chez les obèses, ça peut être compliqué de savoir qu'on est dans l'axe. Et donc la DPE pourrait être une bonne indication chez les obèses. Juste un mot peut-être pour tous les deux, parce qu'effectivement, Awa a parlé de bupivacaïne, toi tu parles de ropivacaïne. Effectivement, la littérature déjà historique, très ancienne, avait montré l'intérêt de choisir plutôt une solution isobare pour le composant intratécal initial. Awa, c'est bien ce que tu nous recommandes aujourd'hui ? Parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas, ou c'est difficile d'avoir de la bupi isobare. Comment faites-vous en pratique ? Alors, quand on n'a pas d'indication à faire une déambulation, c'est vrai qu'on utilise l'hyperbare. On utilise la bupi hyperbare. Oui, tout à fait. D'accord. Est-ce que maintenant, si on va sur le protocole ultérieur, et notamment sur la transition là, entre la dose initiale intratécale et la péridurale, dites-nous chacun en 2-3 mots comment vous faites. Est-ce que vous branchez directement la pompe et que finalement le premier bolus sera, où la perfusion continue est engagée d'emblée si vous faites avec une perfusion continue dans le cadre d'une PCEA? Est-ce que le premier bolus que la patiente va s'administrer, est-ce qu'il est sous surveillance particulière? Dites-nous un peu chacun votre sentiment sur ça. En rachipérie, Oui, en rachipérie, bien sûr. En rachipérie. Awa, peut-être? Oui. Alors, en rachipérie, une fois qu'on a fait la dose en rachis, on n'installe pas directement en fait l'analgésie péridurale. On suit la patiente et quand
on a besoin de prendre le relais quand les douleurs réapparaissent. C'est à ce moment-là qu'on relance la péridurale, mais de façon classique. Alors nous, on fait le mode PIEB. Voilà. D'accord. Donc on fait un bolus initial et puis on met la pompe en route. Frédéric ? Alors, je pense qu'effectivement, le mode PIEB est sûrement la bonne façon de prendre le relais. Il avait été préconisé avant l'apparition du mode PIEB de mettre tout de suite une perfusion continue pour commencer progressivement à mettre en charge la péridurale et éviter cette levée brutale de rachis analgésie qui sinon peut être extrêmement désagréable. Et puis en fait, c'était aussi l'idée de commencer à pré-tester un peu le cathéter. Maintenant qu'on a le mode PIEB, clairement, c'est une meilleure alternative. Mais la question, c'est de savoir quand on va démarrer la PIEB. Parce que si par exemple on la démarre à 45 ou 60 minutes, ça veut dire que le premier bolus, il va être fait à un moment où il n'y a personne. Et ça pose une question qui n'est pas vraiment résolue. Donc probablement qu'il faudrait faire le bolus plus tôt, vers 30 minutes, à condition que les pompes permettent de faire des programmations décalées entre le premier bolus et ensuite les périodes d'interdiction, parce que les périodes automatiques des bolus, ce qui est plutôt préconisé, c'est 45 à 60 minutes. Donc c'est un sujet qui reste un peu compliqué et moi j'ai interrogé le groupe justement ESA obstétrique sur le sujet et j'ai eu autant de réponses que de personnes sur la façon de prendre le relais, ce qui montre bien que là-dedans il faut faire de la recherche et regarder aussi, pas simplement de la recherche, mais le détail des systèmes de fonctionnement des pompes pour essayer d'optimiser la méthode de relais qu'on peut faire sur le mode PIEB. Merci à tous les deux. Il est, je dirais malheureusement déjà 11h45 et nous devons clore cette session. Il y aurait encore beaucoup de questions qui auraient été intéressantes, notamment sur les aspects pratiques qu'on a commencé à évoquer là maintenant, notamment sur le problème de l'extension au moment d'une césarienne, par exemple quelle dose, etc., ou d'autres aspects très pratiques qui auraient été intéressants. Malheureusement, nous ne pouvons pas poursuivre plus avant cette discussion. On remercie tous les deux orateurs. Je pense que les personnes qui ont envoyé des questions sur le chat, là, sur la discussion publique que nous avons là actuellement, que j'ai sous les yeux, peut-être pourront correspondre avec vous pour avoir des réponses précises à des questions très particulières que nous ne pouvons pas aborder aujourd'hui. Merci à tous les deux, merci à tous les collègues qui ont assisté à cette session. Merci à l'ASFAR d'avoir organisé cette très jolie session, pour ou contre. Et je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt.